Bonjour à tous, bienvenue dans ce travail consacré aux transcriptions dans les œuvres pour piano à quatre mains de Maurice Ravel, limite et apport timbrique. Ravel a réalisé 22 orchestrations de ses pièces préexistantes ou d'autres compositeurs. Connu pour son sens de l'orchestration, régulièrement qualifié de magicien, il s'est en effet intéressé au travail orchestral de ses contemporains, réalisant par exemple la réduction pour deux pianos des Nocturnes de Claude Debussy ou le prélude à l'après-midi d'un faune pour quatre mains. Maurice Ravel se distingue cependant de Debussy parce qu'il concevait la plupart de ses œuvres orchestrales d'abord au piano, avant de les orchestrer parfois beaucoup plus tard. Ravel était en effet également pianiste, revendiquant l'héritage de Franz Liszt, également du point de vue orchestral, mais il savait composer directement pour l'orchestre. Certaines de ses œuvres sont davantage connues pour cette formation, alors qu'elles étaient initialement composées pour le piano, telles La pavane pour une infante défunte ou Ma Merlot. On préférera la version orchestrale selon Christian Merlin, ou la version pianistique, initiale selon Marguerite Long, pensant respectivement à La pavane pour une infante défunte ou au Tombeau de Couperin. Mais ces deux versions interrogent des questions de praticité instrumentale et de variété timbrique. Quelles sont les difficultés, mais aussi les apports suscités par l'orchestration ou la réduction d'une œuvre? Le geste pianistique peut-il être traduit à l'orchestre? Et à l'inverse, les timbres orchestraux peuvent-ils être efficacement figurés au piano? Nous nous intéresserons à deux œuvres représentant chacune de ces problématiques de transcription, le prélude à l'après-midi d'un faune et Ma Merlois. Le prélude à l'après-midi d'un faune commence par ce fameux trait de flûte auquel se voit répondre un glissando de harpe. Il est aisé pour la harpe de glisser sur ses cordes après un accord sur les bonnes cordes, tandis que sur le piano, il faut jouer à la fois des touches blanches et noires dans une dynamique triple piano, ce qui est difficile à rendre. Je vous laisse entendre ceci. Malgré la sourdine et bien sûr la pédale de tenue, le trait est régulièrement joué trop fort par rapport au contre-champ de corps qu'il faut faire entendre au niveau du mi accentué. Et vous voyez que dans sa version initiale à deux pianos, Debussy n'avait pas prévu que soit joué cet arpège. Donc c'est Ravel qui l'ajoute. Vous voyez également que le mi, donc contre-champ au corps, très important, mais joué également au bois, ne peut être à la fois joué par le piano prima, c'est-à-dire dans les aigus, et seconda, dans les graves, alors que, même si la superposition ici ne le fait pas voir, c'est bien le même mi. Nous pouvons essayer de voir la difficulté de cette réalisation avec, je vous prie d'excuser la publicité, avec une sorte de proximité physique également qui interdit au pianiste de tenir évidemment les notes plus que de raison. Nous verrons ici que, vous voyez, le mi n'est pas tenu mais seulement picoré dans la pédale, si je peux dire, pour vite laisser la place à l'arpège de harpe dont on vient de dire pourtant qu'il était inférieur évidemment sur le plan thématique, il n'est que décoratif. Bien. Donc voici pour les limites à la fois instrumentales et en termes de timbre. Cette difficulté à maintenir une note tenuto, alors qu'elle est censée se maintenir dans la mélodie, se voit également dans des œuvres solo de Ravel pour le piano, avec La pavane pour une infante défunte, où vous voyez ici donc le si de la mélodie, si, qui est en fait interrompu par un arpège, et le si est censé durer 3 temps. Alors on suppose, je fais l'hypothèse que Ravel a considéré ce si comme étant finalement une désinence, ici le si blanche, ce qui est confirmé par le décrescendo, auquel cas il s'agirait d'un si lié de 3 temps, ce qu'on voit bien dans la partie pour corps à droite, dans sa transcription. Il utilise une sorte de subterfuge pour rejouer le si, donc cette fois-ci dans un arpège, pour que ce si vive un minimum et surtout perdure sur la nouvelle mesure où on voit qu'il devient la septième d'un accord de neuvième, excusez-moi, la neuvième d'un accord mineur, donc ce qui est une façon expressive chez Ravel de jouer avec les timbres. Donc ici, le
le timbre particulièrement perçant et à la fois doux du corps est mis en valeur par l'harmonie de 9e. Ici, malheureusement, je ne parviens pas à faire entendre mon si suffisamment fort. Peut-être ai-je manqué de tenuto, mais c'est une limite de l'instrument pianistique. Et ici, la transcription permet de bien différencier les deux plans, c'est-à-dire la mélodie et l'accompagnement de harpe. Voilà. On voit que le corps maintient son si jusqu'au bout, malgré la nuance pianissimo, que le son n'est pas perdu, puisque évidemment, le piano est un instrument à percussion, la sonorité s'estompe vite. Autre exemple de limite du timbre au piano par rapport à la transcription, on a ce relais timbrique dans la fin du prix de l'après-midi d'un faune, où on va avoir les pupitres qui se relayent très rapidement, flûte, hautbois, corps anglais, clarinette et enfin les corps qui liquident un petit peu le matériau thématique avec ici un ralentissement, mais le piano fait entendre de façon assez inventive ces arpèges avec les différentes doubles notes. Comme ceci. Mais sans évidemment la variété timbrique que vous entendez ici. Et sans être dans une mélodie de timbre, hein, bien sûr, comme chez Schoenberg, on a quand même des relais extrêmement rapides. Dans un aspect soliste, voire même chambriste hein, de cette formation, qui met en valeur les timbres individuels. Ici les hautbois et les fusées. Voilà. Enfin, la réduction par Ravel ne saurait faire entendre toute la beauté des percussions à la fin de cette œuvre, notamment la sabale antique qui permet de faire entendre des notes extrêmement aiguës, mais aussi les harmoniques de harpe qui sont représentées de façon indifférenciée dans la transcription de Ravel par des pids, en tout cas des staccati. Et notamment en parlant de pids, on a ce dernier pizzicato des contrebasses qu'il est difficile de rendre doux puisque dans l'œuvre initiale il est accompagné des flûtes et donc le risque est qu'il sonne un peu fort. Voilà, vous entendez ici les cymbales antiques. À la quinte. Et les pizzicati. Voilà. Alors, je passe à la seconde œuvre qui est donc l'autre type de transcription qui est cette fois l'orchestration. Alors, je précise que la transcription dans ce sens est un mot employé par Ravel. De sa pièce pianistique Ma Merlois, initialement composée pour 4 mains, qui va être orchestrée vers les années 1910, puis mise en ballet en 1912, avec certains ajouts. Alors, l'orchestration est plutôt modeste en termes de volume sonore, puisqu'il s'agit surtout d'avoir des timbres différenciés, donc on a quand même les bois par 3, et nous avons seulement 2 corps, et un instrumentarium percussif très diversifié, on le verra. Une harpe qui sera très importante dans la volonté de représenter l'enfance chez Ravel, et enfin le quintet à cordes, dont je m'excuse de ne pas faire apparaître toutes les parties dans le conducteur par souci de lisibilité. Alors, le premier exemple dans cette pavane sont les doublures. Donc on voit que Ravel fait donc entendre de façon différenciée les 2 mains, donc du piano ici seconda qui fait entendre le thème, la, do, mi, ré, sol. Il va donc confier la main droite à la flûte solo
tandis que la main gauche sera orchestrée via le corps, mais également des doublures d'alti. Ici, peut-être pour éviter que les deux sons assez peu attaqués de ces deux instruments avant ne soient pas indifférenciés, et finalement que les altis allègent légèrement la texture de la main gauche, puisqu'on sait que ici, c'est plutôt la main droite que le pianiste va vouloir faire ressortir. La main gauche n'est qu'un contre-champ. Et on voit ensuite le piano prima qui répond sur un modèle un peu miroir hein, de la mélodie. Ici, la thématique est confiée au bois dans un premier temps, puis aux cordes lorsque le thème réapparaît à la fin de la pièce. Et ça peut être l'inverse, par exemple, dans le jardin féerique, où c'est une longue introduction aux cordes, et la flûte ne se fera entendre que tardivement, et là aussi de façon très expressive sur une neuvième. Alors, le petit pousset est l'occasion de faire entendre une évocation de la nature très, très imagée, puisque on sait que Ravel s'intéressait aux oiseaux selon Olivier Messiaen, qui parle de cet intérêt dans son analyse des œuvres pour piano de Ravel. Ici, on a 4 sons qui sont représentatifs en fait, de l'oiseau qui initialement est simplement indiqué par donc les oiseaux qui mangent les miettes, hein, bien sûr, du petit pousset, par cette fausse note volontaire dans les aigus qui va, sous la plume orchestrale de Ravel, prendre différentes identités ornithologiques. Donc ici, le violon solo, via son glissando, fait entendre la mésange. Le pinson papam au petit piccolo, le coucou avec cette tierce inférieure, papam, et enfin le verdier avec ce petit trille que vous entendez donc au second violon. Écoutons cela. Je vais essayer de suivre avec ma souris. Voilà. Donc évidemment un apport permis par l'orchestration et toutes ces possibilités timbriques. Troisième pièce, l'Aidronette, qui fait la part belle au pentatonisme et à la gamme chinoise, comme on disait, avec ce jeu sur les touches noires qu'apprécient les jeunes enfants. Voilà, qui reste difficile d'interprétation et qui va, sous la plume orchestrale de Ravel, prendre l'aspect d'un gamelan, c'est-à-dire d'un instrument à percussion indonésienne. La flûte devenant le suling, comme vous pouvez le voir, en tout cas dans certains aspects de l'orchestre de gamelan, le piccolo, mais aussi le célesta et le glockenspiel, du fait qu'il possède des lames métalliques percutées, peut être assimilé au gamelan. Je passe un peu vite sur les écoutes. Le xylophone venant renforcer donc la fin du premier thème jusqu'au bain de l'impératrice dans lequel se fait entendre le tam-tam, donc ce gong. Donc, note grave absente de la première version pianistique de Ravel. J'enchaîne avec les entretiens de La Belle et la Bête qui s'inspirent de Satie et de sa première gymnopédie. Donc on voit ici via la version solo de cette pièce en tout cas réduite pour 2 mains, que l'hommage à Satie se voit au niveau de la morphologie de la mélodie, mais aussi des pompes à distance de quartes et qui font entendre des accords autour de la 7e ou de la 9e. C'est très connu, hein, je passe un peu vite. Ravel va confier chacun des 2 thèmes donc de La Belle et de la Bête à des instruments assez opposés sur le plan timbrique, donc la clarinette et le contrebasson, dans un mode diatonique pour l'une et chromatique pour l'autre. Mais c'est surtout ici un travail sur les timbres. Le contrebasson étant accompagné de percussions également assez inquiétantes. Ces thèmes sont réunis puis un peu font entendre une transfiguration du thème de la bête dans il confie ce thème au violon solo
en, en harmonique, accompagné également d'instruments scintillants comme ce glissando de harpe, des tenues de cordes et, vous le voyez, des harmoniques également, hein, de harpe. Voilà. Enfin, Ravel finit en apothéose, donc il utilise ce mot dans son ballet en pensant entre autres à la barcarolle de Chopin, opus 60, en utilisant à la place des glissandi, comme vous le voyez ici, des pianistes sur des octaves montantes et descendantes. Un geste également apprécié par les jeunes élèves. Il confie donc ses traits au Célestat, qui a également un moment soliste, ce qui est original, hein, de par quand même, sa nouveauté au tournant du XXe siècle. Le jeu de timbre, donc, qui a un aspect un peu plus clinquant que le Célestat, puisqu'il n'a pas de marteau en feutre. Tout l'instrumentarium percussif est là, un triangle, cymbale, pour finir donc cette pièce en apothéose. Voilà, pour conclure rapidement, on ne saurait opposer l'art pianistique de Ravel à son art orchestral. Il y a vraiment, je dirais, des communications entre ces deux façons de composer. Ravel savait utiliser le pianisme pour réaliser des gestes qui lui permettaient de faire entendre des choses inédites. On pense souvent à ses jeux d'eau ou à Gaspard de la Nuit, hein, pour sa grande inventivité pianistique. Et à l'inverse, le fait qu'il était un excellent orchestrateur faisait qu'il pensait parfois son œuvre pour piano comme un orchestre. Et je donne le dernier mot à Marguerite Long, qui cite Vlado Perlmutter demandant au maître comment dois-je interpréter le Scarbo de Gaspard de la Nuit. Vous devez jouer le premier thème comme un contrebasson et les tambours. Et les trémolos comme un tambour. Donc, encore une fois, Ravel pensait piano et orchestre de façon indifférenciée, et ce qui lui permettait d'orchestrer sa musique pour piano. Je vous remercie pour votre attention.